Hello, hello, bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le décryptage des énergies de la pleine lune en Vierge du 19 février prochain. Donc une pleine lune qui aura lieu dans l'axe Vierge-Poisson à 0°42', donc c'est pas beaucoup, hein, et à 15h53 temps GMT. Alors, au programme de cette vidéo, c'est pas simple, on va voir les pleines lunes en Vierge, et surtout celle-là, parce qu'elle va nous poser une sacrée question. C'est pour ça que je l'avais appelée « Changer notre spiritualité » avec un point d'interrogation, parce qu'en fait, il y a une vraie problématique de discernement de la fausse lumière par rapport à ce qu'on est en réalité. Et ça, va falloir qu'on regarde ça de près parce que c'est loin d'être évident dans les temps agités qui sont les nôtres. On a besoin de repères. Donc au programme dans cette vidéo, les énergies donc, de cette pleine lune en Vierge au côté donc évidemment générique. Ensuite, on va prendre notre pleine lune côté spécifique. Vous allez voir qu'il y a quand même 2-3 bricoles qui sont intéressantes. Les énergies géolocalisées, donc les fuseaux horaires, comme d'habitude. La numéro, cette fois-ci, on va s'attaquer avec la numéro du 19/2/2019 au 6, c'est-à-dire à l'amoureux et au Vave. Et évidemment, comme vous venez de le comprendre, on va faire une troisième partie sur les énergies, le discernement de la fausse lumière, c'est-à-dire on verra ce que c'est. On verra pourquoi il est important de comprendre ce que c'est qu'une mission de vie. Parce que mission de vie, c'est un sacré mot qui en fait fait référence au... on a l'impression que quelque part, on doit faire quelque chose de grand. Ouais, mais ça, c'est du point de vue de l'ego, encore une fois, et c'est pas du point de vue de l'âme. L'âme, on va voir que finalement, la mission de vie, c'est peut-être d'élever correctement des enfants, c'est peut-être de reconnaître la différence, c'est peut-être d'accepter les choses. C'est peut-être ça, la mission de vie, hein, tout simplement. Des choses que finalement, à dire, on pense simple, et à réaliser, à intégrer, finalement, c'est une complexité très forte. On commence. Alors, donc, cette pleine lune en Vierge, dans l'axe Poisson-Vierge à 0°42', donc soit 0°. Donc évidemment, le soleil vient de passer dans le signe des Poissons. Donc ça change la donne en fait, hein. Un soleil en Poisson va être beaucoup plus flou, beaucoup plus calme comme énergie. Le soleil passe dans une énergie féminine et il y a cette énergie de la compassion du Poisson, de l'absence de limites qui peut par moments être compliqué, hein, puisque l'amour inconditionnel n'a pas de limites, mais dans certains cas, il convient évidemment de mettre des limites pour que tout le monde soit au clair. Cette pleine lune en Vierge, finalement, elle va à ce stade-là, on va changer d'un seul coup d'énergie, et elle va être ressentie, donc évidemment, par plus fortement par la fin, l'extrême fin du dernier décan des signes fixes, d'accord? Donc on a toujours Verseau, Lion et Taureau, Scorpion, et le premier décan des Poissons, bien évidemment des Poissons, des signes mutables, donc Poissons, Vierge évidemment, et Gémeaux, Sagittaire. Donc, bien évidemment, c'est pas que si vous avez le soleil dans ces endroits-là, vous pouvez très bien, on a tous quelque chose en Poisson, en Vierge, en Sagittaire, en Gémeaux et peut-être même dans les signes fixes aussi, bien évidemment. Donc c'est à nous de voir, encore une fois, de discerner ce qui nous impacte et ce qui nous parle. D'accord ? Alors une pleine lune en Vierge, c'est quoi? La lune, en fait, dans son phénomène de pleine lune, elle vient éclairer, elle vient focuser quelque chose
sur le passage du soleil. Donc ici, la pleine lune, elle nous appelle à voir, nous faire preuve de discernement, de voir ce qui est concret, voir ce qui marche pour nous en fait, voir ce qui fait notre quotidien. C'est aussi la Vierge, c'est aussi la notion de service. Et ici, on a très fortement avec cette lune un éclairage, un début d'éclairage sur la notion de la terre, de l'écologie. Alors écologie, ça paraît être presque un gros mot maintenant, mais en fait, c'est prendre soin de la terre, ressentir la terre de façon intuitive. C'est ça qu'elle dit. Elle dit, voilà, moi je suis l'intuition et je vous permets aujourd'hui de ressentir ce que veut la terre, pas parce que vous voyez, mais parce que vous ressentez, parce que ce qui va vous traverser comme émotion en fait. Et c'est ça qu'elle vient dire, la pleine lune en Vierge. Donc on a aussi, certaines personnes vont être aussi assez focusées sur par exemple le détail, des choses qui seront de l'ordre du détail, de la comptabilité, de l'hygiène, de la santé, de l'alimentation aussi, du quotidien. Finalement, ici, on va nous demander, la pleine lune en Vierge nous demande toujours de penser à notre notion, enfin ce qui est la responsabilité aux autres, le sens du service, et quel sens de service on se donne à soi-même, enfin, quelle place ce service il a dans notre vie en fait. Et donc ici, en face de ça, elle va dire, vous avez le sens du service, mais par rapport à votre spiritualité, ça représente quoi en fait? Est-ce que votre spiritualité, ça va aussi loin que ça? Par exemple, on a, pour illustrer ça, par exemple, on a en ce moment beaucoup d'articles ou de reportages sur les SDF et le fait que beaucoup de municipalités mettent des pics sur les grilles, des pics sur les arrivées d'air chaud ou les prises d'air du métro ou dans des coins un petit peu plus abrités pour les chasser. Finalement, on va parler de sécurité, on va parler de choses pour qu'il n'y ait pas de gens qui zonent en fait, et parce qu'effectivement on va considérer que ces gens sont potentiellement un danger. Sauf que dans la société dans laquelle on vit maintenant, il y a des femmes et des enfants. Et donc on va penser à les éloigner parce qu'on va éloigner la misère de notre société de consommation. Et ici, c'est exactement cette énergie-là qui est représentée. C'est quel est ce sens du service par rapport finalement à votre spiritualité? Quelle est finalement la place que vous êtes prêt à donner au concret dans votre spiritualité et à la misère? À la misère ou autre chose. Ça peut être la maladie avec la lune en Vierge. D'accord? On peut avoir ce genre de truc. Donc on est finalement questionné sur la place que ces domaines ont dans notre quotidien, et plus que dans notre quotidien. C'est dans notre spiritualité, c'est-à-dire dans nos croyances, dans notre foi, dans nos aspects religieux également, dans tout ce qui va toucher finalement à ce sens du concret, mais qui est le concret finalement un petit peu qui va nous ramener à quelque chose d'émotionnel. On a vu une autre forme de cette énergie-là. Par exemple, ce matin, j'entendais qu'une très vieille dame a été battue dans un EHPAD et que ce sont ses enfants qui ont vu ça avec une caméra posée dans la chambre parce qu'ils avaient des doutes. Voilà, c'est exactement ça. C'est finalement, ça représente quoi pour vous, quoi? Et ça choque comment? Et qu'est-ce qui, dans notre société de consommation, est devenu complètement ubuesque? Voilà, ça attire notre attention là-dessus. Donc voilà, ça c'est la générique. Mais la générique, elle marche avec son spécifique. Donc, pour nous, on a quelque chose de très
très particulier. Alors, elle est là toute seule, hein, dans son axe, etc. Mais finalement, on va assez vite voir qu'on est, on est bien relié à une conjonction qui s'est montrée très forte, notamment avant-hier, on doit être le 15, donc avant-hier, où on avait une conjonction exacte Saturne, Uranus-Mars, en bélier. Et ça, sincèrement, c'est la marque qu'on est face à quelque chose qui va, c'est une énergie qui va amener du punch, qui va amener une volonté de changement, qui va amener une volonté d'action, mais qui peut aussi amener une volonté de pleine conscience au niveau de l'individu. Donc de se rendre compte au niveau de sa spiritualité, donc d'enlever le flou et d'arriver vraiment avec des actions concrètes à arriver à faire ça. Ici, Mars est en taureau. Donc Mars est en taureau. Mars en taureau, c'est plus lent que Mars en bélier. Il ne fait pas la guerre. D'accord? Alors, il est dans le signe de Vénus, donc il va être un peu contraint dans son expansion guerrière. Hein. Il va plus être calme, il va être posé, il va être plus lent, puisqu'on va considérer... même si je pense à mes petits taureaux ailés, ils ne sont pas lents du tout, on va considérer que Mars en taureau est plus lent, qui va être surtout plus prudent pour moi. Donc il y a juste cette énergie du taureau qui va consister à faire des colères rageuses, épouvantables, et surtout qui va donner énormément, qui peut donner la rancune tenace, on va dire, avec un Mars en taureau. On peut avoir beaucoup de jalousie. On peut avoir aussi beaucoup de choses qui sont... Alors, c'est une énergie qui va être très liée à l'argent. Donc, qui va être très âpre au gain. Hein, qui va... un sou est un sou. On va se montrer très, très... Voilà, il y a des choses au niveau de l'argent là qui vont pas être faciles parce que ce Mars, il va aller chicaner, voilà, sou par sou, etc., etc. Mais il va ramener, évidemment, en étant d'abord trigone à la Lune et ensuite sextile au Soleil, il va ramener à la lunaison une possible, je dirais, action sur justement cet univers de taureau, donc cet univers de terre, cet univers d'alimentation, cet univers lié à tout ce qui est l'écologie. Vraiment, il y a une prise de conscience qui peut être faite et quelque chose qui peut être vraiment axé sur un discernement fort, que ce soit dans le domaine de la spiritualité, pour voir que finalement les choses qu'on doit vivre, on les vit surtout par la matière. C'est-à-dire qu'on est venu ici, on n'est pas venu pour finalement... une fois j'entends parler d'elle, de machin, de trucs, ouais, ok, d'accord, mais enfin, quand on commence à perdre son job, quand on commence à perdre machin, et que on nous explique tout un tas de trucs qui finalement sont liés au développement personnel, et que vous avez travaillé 172 000 heures pour lever une blessure de je sais pas quoi, et que ça bloque encore, et que... vous en avez juste ras-le-bol. Et quelque part, cette énergie-là vient vous amener la possibilité de vous réenraciner à une nouvelle terre, en fait. C'est ça que ça veut dire, c'est qu'on a une conscience qui va s'avérer de plus en plus proche. Là, on a Mars qui passe en taureau. Mais cette conscience, elle va s'affirmer de plus en plus avec Uranus qui va passer en taureau le 6 mars. Donc là, pour moi, alors vous savez que moi je suis une adepte, tout le monde ne le partage pas, mais moi je sais que, je pense en tout cas que chaque passage d'Uranus dans le signe insuffle à un moment donné l'énergie que ça va être. Donc on peut avoir des changements, des événements qui peuvent se passer, qui sont liés, pour moi, hein, qui sont liés à Gaïa, hein, autour du 6 mars. Donc on peut avoir, je sais pas, un tremblement de terre, un glissement de terrain, un machin comme ça, qui va nous... Je le souhaite pas, hein, qu'on me fasse pas dire ce que j'ai pas dit, mais ce que je veux dire, c'est que c'est l'énergie qui shift, d'accord? Donc on a aujourd'hui cette conjonction avec ce Mars en taureau commence à nous amener
à une réaction, à des actions possibles au niveau de notre écologie, au niveau de notre comportement écologique et au niveau de la Terre. Voilà, c'est ça que ça vient nous dire, c'est quel est ce sens de cette spiritualité, il faut qu'elle soit partout, et notamment au niveau de notre comportement dans la Terre. Faire de la méditation pour finalement jeter ses papiers partout, sincèrement, c'est juste n'importe quoi, ça sert strictement à rien. Par contre, aller vraiment intégrer chaque jour dans sa vie une notion de respect de notre environnement, de respect des gens, de respect même de ce qui nous est donné, etc., ça va nous permettre de pouvoir mieux comprendre et mieux recevoir cette énergie ensuite Uranus en Taureau. Voilà. Ça, pour moi, c'est la lunaison dans ce qu'elle a à nous montrer au niveau, je dirais, énergétique. Alors, ce Mars en Taureau, lui, il va évidemment être capté par les gens au niveau individuel. Donc ça va, je vous dis, donner des gens qui vont peut-être se montrer jaloux, qui vont peut-être se montrer possessifs, qui vont peut-être se montrer rancuniers, qui vont peut-être avoir du mal à changer d'avis. Ils peuvent être un peu têtus, un peu vindicatifs. Mais voilà, ça, c'est cette énergie. Ça veut dire, si vous voyez des gens comme ça, faut pas leur en vouloir. Ils sont pas dans le discernement, ils ont juste capté l'énergie du coin. Pas l'énergie du coin, l'énergie de la lunaison. D'accord? Donc on est là-dedans, en fait. Hein. Donc, cette lunaison, elle est également carrée à Junon en Gémeaux. Alors ça, c'est encore notre conscience, je dirais, notre intellect idéal de l'écologie, qui finalement va être un peu contrarié. D'accord? Donc on n'a pas ça s'éloigne de l'idéal. On va constater dans cette période qu'on est obligé de s'éloigner de l'idéal, qu'on va pas pouvoir maintenir ce qu'on avait décidé de faire au niveau intellectuel, et que ça va peut-être nous donner, je dirais, ça doit nous ramener normalement à plus de foi, plus de confiance dans ce qui va se passer, avec plus d'intégration de spiritualité dans notre quotidien. Ici, l'idéal avec Junon, c'est qu'on a des process idéaux qui sont écrits, mais qui sont cachés, parce que Mercure est conjoint à Neptune, toujours en Poisson. Donc, on a finalement cette conjonction Mercure-Neptune en Poisson, qui va nous montrer qu'il y a quelque chose de particulièrement flou, particulièrement nébuleux, particulièrement, je dirais, il y a une inspiration poétique indéniable avec cette conjonction Mercure-Neptune. C'est vraiment de la poésie. Avec ça, c'est Rimbaud, Verlaine et compagnie. Par contre, ça peut aussi, dans le négatif, être de la manipulation de l'information. De la manipulation, et c'est là où je parlais de la fausse lumière, parce qu'en Poisson, ça peut être de la manipulation de l'information ésotérique, religieuse. Mercure, Neptune, c'est le faux. Alors, il y a beaucoup de faussaires, par exemple, ou d'escrocs géniaux, qui ont ce type de conjonction dans le natal. C'est-à-dire que on ne voit pas bien les choses. Hein. On n'est pas... on peut facilement aller sur de mauvaises voies et avoir de mauvais choix, finalement. Et puis, alors on peut perdre des objets aussi, puisque c'est relié au quotidien. On peut perdre des objets, à défaut de se perdre soi-même. Mais ici, surtout, Neptune-Mercure, c'est la possibilité de comprendre
les émotions de l'intérieur. Au niveau de notre... vraiment de notre ressenti, mais pas le ressenti émotionnel, vraiment le ressenti spirituel, c'est-à-dire ce en quoi on veut croire, on a la capacité ici de comprendre ce qui est droit, ce qui est juste. D'accord ? Ici, cette conjonction, elle est sextile à, on a vu la dernière fois, Saturne-Vénus, puis après on aura Pluton au sud. Donc, il y a une volonté de voir aussi la bienveillance là-dedans. D'accord ? Saturne-Vénus, Vénus est un peu malmenée en Capricorne, mais on a quelque chose qui va aller, je dirais, être droit, être fiable, être, j'allais dire fidèle, mais être construit avec certaines formes d'amour. D'accord ? Donc on est sur une conjonction qui est importante parce que elle nous demande, finalement, elle nous dit qu'elle va mettre une problématique sur le flou et la manipulation de ces zones spirituelles. D'accord ? D'ailleurs, c'est marrant parce que en parallèle de ça, cette lunaison, le Soleil est en conjonction avec un astéroïde qui s'appelle Shiva et qui en fait détruit les fausses idées et les attentes qu'on peut avoir dans les religions, dans le développement personnel, dans les objectifs spirituel qu'on peut se donner pour dire ah ouais, ça y est, je suis bien travaillé, Et bien là, en fait, Shiva, il arrive et puis il dit non, tout ça, c'est que de la merdasse encore. Il faut vous connecter vraiment, non pas avec cette progression intellectuelle, mais simplement avec la confiance, la sérénité, la foi, sans aucun dogme comme support. Simplement de l'âme à la lumière, en fait. Ici, Shiva, lui, il est en Verseau. Alors, puisqu'il est en Verseau, il nous fait du collectif. Il nous fait du collectif et donc il demande au groupe à aller vers la pleine conscience, puisqu'il va aller chercher Uranus, qui est en sextile à tout ça, avec Mars. Donc il va demander, Shiva va projeter une tendance énergétique collective, d'accord, avec une demande au groupe à aller vers finalement une espèce de discernement collectif, d'accord, et donc d'agir avec Mars qui est à côté en Taureau pour la conscience et pour quelque chose de positif et de valeureux. D'accord ? On a une autre conjonction qui est intéressante parce que rare, enfin, c'est la conjonction Nessus-Vesta. Alors Vesta, elle, on se rappelle qu'elle est très liée à nos vies antérieures, notre sac à dos karmique, on va dire. Et elle va aller chercher notre zone d'implication dans cette vie. Et elle va nous indiquer que dans ce qui nous implique dans cette vie, il y a des émotions qui brouillent. C'est-à-dire qu'on n'est pas disponible émotionnellement pour pouvoir casser cette zone. D'accord ? Donc l'apport de Nessus, au fait que Vesta dise, mais là il y a un problème, là, émotionnel, il y a un problème là. Eh ben, il va amener le cadeau empoisonné qu'on attend de lui. Et donc, en fait, ici, comme on a notre sac à dos karmique et qu'on a Nessus, on se dit, mais en fait, c'est une arnaque de mission de vie. On a une trahison au niveau de notre implication de vie karmique.
Donc ici, on se retrouve encore pour la troisième fois à se dire, mais il y a tout un tas de conjonctions qui nous disent attention, attention, ne vous emballez pas dans ce que vous êtes en train de pouvoir imaginer que votre blocage il est dû à ci, qu'il est dû à ça, que machin, que truc. En fait, aujourd'hui, c'est pas ça qu'on vous demande. On est en train de vous dire attention dans ce que vous imaginez être la zone karmique et que vous allez vouloir dézinguer, hein, vous allez vouloir casser, il y a plein d'arnaques là-dedans. Et si vous imaginez que finalement votre mission de vie, ça revient à casser ce sac à dos karmique, bah, il est possible qu'il y ait une trahison là-dedans. Donc, on y reviendra parce que globalement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le sentiment de se sentir mal quelque part à un moment donné dans sa vie, ça indique pas qu'on a une mission de vie, ça indique qu'on est en décalage par rapport à notre environnement, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Après, on est amené très certainement à soit prendre des médicaments, quelqu'un en est cuit, soit se dire qu'on va tenter d'autres moyens. Alors ça peut être avec d'autres médicaments à partir du moment où on en prend conscience. L'idée, c'est de pas partir dans un déni quelconque. Donc on est sur quelque chose où finalement l'idée c'est de prendre conscience de ce qui ne va pas, de nos blessures, de nos filtres, et de pouvoir les lever. Mais une fois qu'on les a levés, qu'on a derrière, notre mission de vie, elle n'implique pas d'être thérapeute. Aujourd'hui, moi, c'est ça qui est un peu effrayant, c'est que y a plein de gens qui n'ont pas... Alors évidemment, on continue à s'améliorer, on a toujours à s'améliorer au fur et à mesure, mais il y a pas de... La mission de vie n'implique pas d'être thérapeute, quoi. Ou de faire quelque chose pour les autres. Ça, c'est quand on a une mission de vie collective, ou quand on a une mission de vie de transmission, ou d'enseignement. Et ça, clairement, c'est l'âme qui choisit. Mais donc, faut faire vraiment très attention, parce que la mission de vie, ça peut être juste de faire quelque chose de bien pour soi, de bien pour ses enfants, de bien pour les autres. Attention aussi à cette partie sombre que nous avons, et que ces histoires de mission de vie semblent complètement occultées. Enfin, je veux dire, à aucun moment il nous est demandé de refuser nos côtés obscurs. Au contraire, il faut les intégrer pour pouvoir avancer. Moi, quand j'entends des trucs aussi complètement frappadingues que le mal n'existe pas, mais je me dis, mais les mecs, ça va pas bien, quoi. C'est bien sûr que si, ça existe. Plus il y a de lumière, plus il y a de noir. Après, comme il n'y a pas de jugement, on peut s'aligner dans le noir ou dans la lumière, mais à un moment donné, si vous créez de la lumière, il y a de l'ombre. L'intérêt, c'est de ne pas en avoir peur, parce que de toute façon, on ne peut pas... C'est la dialectique de cette matrice qui consiste à dire que de toute façon, tout est séparé. Donc, on ne peut pas refuser l'ombre. Et pourtant, Dieu sait que j'entends des trucs, et c'est fait par cette fausse lumière, en fait. C'est-à-dire que cette fausse lumière, on va voir, elle a accès aux mêmes enseignements, parfois aux mêmes personnes, et elle va diffuser des choses qui sont dans des contre-vérités pour vous empêcher d'aller réussir à solder ce que vous avez soldé, et vous empêcher d'aller réussir à atteindre votre point zéro où vous êtes bien, et où finalement vous savez ce que vous avez à faire. Parce qu'il n'y a plus de fil, parce qu'il n'y a plus rien qui est en travers de votre chemin, et que finalement vous ressentez une espèce d'appel qui va vous emmener là où vous devez être. Mais ça, c'est un petit peu... voilà. Donc, finalement, ici, ce qui va être important, c'est Mercure, Neptune,
comme Vesta, Nessus, comme Vénus, Saturne, comme Shiva, Soleil, c'est l'humilité. C'est reconnaître avec humilité qu'on est fragile, qu'on est vulnérable et qu'il y a des choses qu'on ne sait pas. Et que le truc des gourous, ça doit s'arrêter. Il n'y a pas quelqu'un qui est plus quelque chose que vous, quoi. On patauge tous dans la semoule et à un moment donné, il y a quelqu'un qui va avoir une bonne idée et qui va la transmettre à l'autre. Point. Mais pensez que quand j'entends des gens qui disent « Moi, écoute, j'ai fait 3 séances de Reiki, donc maintenant je vais m'installer et puis je vais guérir. » Mais attends, tu guéris qui exactement? Tu guéris, mais tu guéris personne. Tu permets peut-être parfois, par certains trucs d'énergie, aux autres à aller chercher leur propre potentiel de guérison. Mais c'est déjà génial. C'est déjà top. C'est parfait. C'est super. Mais c'est pas toi qui guéris. C'est la personne qui se guérit toute seule. Tu lui as juste fourni un support qui lui a parlé. Mais tant que la personne ne veut pas accéder à son propre potentiel de guérison, elle ne guérira pas. Hein. Faut pas se leurrer. Hein. Donc, aujourd'hui, non, ça c'est stop, quoi. Ça, c'est pas de la lumière. Ça, c'est de l'ego. C'est de l'ego de tout ce qu'on veut. C'est du mal-être parce qu'on cherche un sens à sa vie, mais c'est tout. Je sais que je suis dure. Hein. Je sais qu'il y en a, ça va pas leur plaire du tout. Hein. Mais c'est pas le problème. C'est qu'aujourd'hui, moi, ce qu'on me demande, c'est de parler d'un sujet dont je voulais pas parler. Et donc, parce que j'ai pas à expliquer aux gens ce que c'est que la mission de vie, mais tout le monde me le demande. Mais la mission de vie, encore une fois, c'est pas d'être Napoléon. La mission de vie, c'est peut-être simplement d'être bien dans son jardin, comme dirait Candide. C'est tout. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire encore sur ce thème qui parle énormément de spiritualité, énormément d'écologie et de lien entre notre façon de comprendre notre environnement et notre spiritualité intégrée dans la matière. Ici, en Capricorne, comme on l'avait vu déjà, on a énormément de choses. D'accord ? On a un aspect groupé qui est Saturne, Vénus, Pluton, nœud sud. Ici, cet aspect est très encarré avec la conjonction Mars-Uranus. C'est-à-dire que nos vieilles institutions, nos vieilles façons de concevoir le monde, nos vieilles structures gouvernementales, nos vieilles constructions ne sont pas accompagnées je dirais, de la mise à jour de la pleine conscience. Donc c'est dur. Donc quelque part, on peut avoir, d'autant plus que c'est confirmé avec Pallas, qui est toujours opposé à Uranus, hein, on balance encore. Donc on a la diplomatie qui tire à l'envers. Donc on le voit hein, dans les chiffres, en général des gilets jaunes, les communications du gouvernement, les machins, etc. Tout est à l'envers. Mais c'est simple, mais c'est n'importe quoi. Tout est à l'envers. Et donc ici, on a évidemment des choses qui doivent être, qui vont subir des aspects dissonants. Et donc, on est sur vraiment une difficulté à se faire entendre, une difficulté à pouvoir accéder ou faire accéder, malgré des actes, dans la matière, ces anciennes structures à une évolution, à la pleine conscience. Donc c'est un peu un dialogue de sourds, voire ça peut être dangereux, voire ça peut être un petit peu heurtant, on va dire, pour certaines choses. Donc voilà. Dernière chose, ou à peu près, on a une conjonction, toujours cette conjonction Mercure, Neptune. Elle est, je me suis amusée avec les astéroïdes, vous voyez, je sais pas pourquoi, mais bon.
Au milieu de ça, il y a un astéroïde qui est l'astéroïde Sphinx, qui est à 16 degrés 55 minutes des Poissons. Et Sphinx, comme son nom peut le faire présupposer, il va impliquer, il va indiquer qu'il y a certains sujets sur lesquels on manque de compréhension. Et donc cette histoire de spiritualité, cette histoire je dirais, d'ouverture sur l'interne, de compréhension des émotions, évidemment, ça va créer des énigmes, ça va créer des paradoxes, ça va créer... Voilà, donc c'est une énergie qui va être une énergie certainement floue, qui va amener peut-être à faire de mauvais choix, à se tromper, mais tout est affaire de spiritualité à mettre dans votre matière, dans votre quotidien. Ce sont peut-être des routines pour se lever qui sont différentes. Par exemple, il y a des gens qui font leurs 5 tibétains en se levant, qui ont... voilà, il y a plein de choses à faire qui vous correspondent et c'est finalement ça qu'on va vous demander. D'accord ? Jupiter, lui, pour finir, est en Sagittaire. Il est bien relié, je dirais, à Mars-Uranus en Taureau. Donc lui, il va amener, je dirais, une certaine stabilité financière. Il va amener beaucoup d'histoires d'argent. Il va amener, mais ça va être fluide. Donc il y a des prêts, des machins, des trucs qui doivent quand même commencer à pouvoir se solder. C'est lié aussi, bon aspect, à la lune noire qui est en Verseau. Donc il y a quelque chose qui peut ressortir au niveau collectif. On peut avoir des choses qui vont, des affaires un petit peu de l'État qui peuvent ressortir et qui peuvent être informatives pour des choses qui vont nous percuter et qui vont nous alimenter dans ce qui se passe. Dernière chose, toujours anecdotique, dans cet aspect groupé Saturne, Vénus, Pluton, nœud sud, eh bien, on retrouve au milieu de ça l'astéroïde Atlantis, qui nous indique évidemment que eh bien, tout ça, ça doit, y compris les structures anciennes qui sont liées et politiques, qui ont l'air d'être liées également à d'anciennes civilisations, donc résurgence d'anciennes civilisations, doivent être conscientisées, prises en compte pour être transformées. D'accord ? Donc, voilà. Sinon, dans ce thème, comme vous allez pouvoir le voir, on a des formes. On a d'abord un rectangle qui va montrer, je dirais, des signes, qui va avoir pour pointe la fameuse conjonction Mars-Uranus, Soleil, donc l'autre plus Pallas, plus la Lune, qui va revenir à Mars-Uranus. Donc ici, ce rectangle, lui, il va nous amener des valeurs complémentaires et antagonistes aussi, qui vont finalement stabiliser quelque part un petit peu cette recherche. On a une énergie avec ce rectangle qui est quand même une forme tout à fait positive, qui va tendre vers la reconnaissance collective de cette spiritualité, qui va amener les gens à pouvoir faire des liens facilement et à pouvoir l'intégrer. Donc je dirais que de ce côté-là, on a tous les outils pour que ce soit fluide, malgré tout. D'accord ? Donc ça, c'est assez... moi, je trouve en tout cas que c'est assez intéressant de voir que ça peut être amené dans ce cadre-là. En plus de ce rectangle, on a un iode. Un iode, donc c'est-à-dire que c'est deux quinconces, donc un triangle, avec une base de sextile. Et cette base de sextile, comme vous pouvez le voir sur la carte, que je vous ai fait des ronds partout. En haut du triangle, on a Chiron, qui est toujours en Poisson. Non, il est 0 degré Bélier, pardon. Les 0 degré Bélier, donc c'est pareil, il rentre dans l'énergie de Mars et de l'individu. Donc le soin à l'individu, le fait de guérir finalement l'individu qui va être poussé, puisque le iode consiste à pousser les deux planètes, ou plus, de la base des deux côtés. Donc ici la Lune et Pallas, donc les aspects féminins, d'accord, des choses. La Lune en Vierge et Pallas en Balance, donc on est sur des aspects féminins, qui vont arriver à pouvoir alimenter un masculin qui finalement doit être revu
au niveau, je dirais, qui doit être équilibré et doit avoir intégré son féminin. Ici, ça rejoint les histoires de féminin qu'on a parfois, où les gens veulent... ça me fait rire, ça aussi. Je suis méchante aujourd'hui, c'est horrible. Les gens qui veulent... Enfin, les femmes, essentiellement, qui s'inscrivent à des trucs pour travailler leur féminin. Et comme j'aime bien rigoler, en général, quand je pose la question, c'est tout à fait provocateur de ma part. Mais c'est quoi le féminin? Et en fait, personne n'est capable de me dire. Et quand on creuse un peu au niveau, ne serait-ce que sociologique, finalement, améliorer son féminin, ça revient à deux choses. Soit améliorer son féminin, enfin améliorer, c'est-à-dire être à l'aise avec son féminin, finalement, pour pouvoir assumer plus de féminité, et finalement, pour pouvoir être plus dans la séduction du masculin. Donc là, évidemment, de tout faux. Et soit on est dans le fait de soigner son féminin pour accepter la maternité. Oui, mais c'est pas, c'est la femme qui porte des enfants, évidemment, elle est porteuse du féminin, mais il faut, l'aspect maternel est un aspect en soi qui combine plus que le féminin, qui combine évidemment le sens le fait de donner la vie, qui fait partie du féminin, mais qui n'est pas tout le féminin et qui n'est pas réducteur, qui ne doit pas être, puisque l'essentiel, effectivement, du féminin, ça doit être autre chose, même si moi-même, quand j'ai toujours dit, le féminin sacré, c'est quoi en fait? Parce que c'est tout sauf... c'est tout sauf net, c'est quelque chose qui doit servir énergétiquement aux gens et qui doit poser en fait dans la réceptivité. Moi, la façon dont je l'imagine, c'est vraiment quelque chose qui va faire, qui va permettre l'accueil du masculin, donc qui s'emboîte avec le masculin dans ça, et qui permet justement d'ouvrir et d'être protégé pour pouvoir être dans la réceptivité et dans l'amour. C'est ça que ça m'évoque, moi. Bon, je suis peut-être à côté de la plaque, mais... Voilà. Parenthèse refermée, décidément, je suis très méchante, vous m'excuserez. Voilà. Maintenant, donc ce fameux iode, il va, oui, guérir ces deux aspects de la lune, de la maternité, et de Pallas, de la femme stratège, qui cherche à positionner quelque chose pour en obtenir autre chose. Ça doit être évidemment fusionné et remonté vers le masculin pour être soigné, pour être guéri, pour être... Voilà, tout ça. Donc c'est assez intéressant quand même, ces énergies qui sont véhiculées par cette lune, elles sont à la fois très différentes, très définies, parce que souvent c'est un petit peu le... Voilà, c'est mixé, on va dire. Hein. Mais là, non, en fait, c'est super défini. Et ça veut vraiment, ça nous parle, ça nous dit, voilà, attention, là, vous allez vous colter, vous allez vous embarquer dans un truc qui est complètement faux, attention, attention, attention. Et ça nous parle de l'écologie, ça nous parle de la matière, ça nous parle d'intégrer notre spiritualité dans la matière, ça nous... Enfin, vraiment, c'est... Voilà. Les fuseaux horaires, parce que je ne suis pas en avance, et puis... Voilà, je ne suis pas en avance. Alors, fuseau horaire, on a dit... Donc, GMT, la semaine dernière, j'ai oublié Paris. Donc, je suis désolée, j'ai oublié Paris. Donc là, j'oublie pas Paris. Donc, fuseau horaire. GMT plus 1, donc c'est pas que Paris, hein, c'est le Maghreb, c'est toute la bande en fait en dessous, l'Espagne, l'Europe, etc. Donc elle aura lieu le 19 février 2019, toujours à 15h53. Hein. Donc non, c'est... Attendez, c'était 14h53 temps GMT et ici donc c'est 15h53 temps heure locale. Donc ici on a un ascendant à 5 degrés Lion.
qui nous met donc une lunaison dans l'axe 2-8. Donc on est encore en train de nous indiquer, en tout cas sur ce fuseau horaire-là, qu'il va falloir transformer notre vision à la matière, parce que la matière, le quotidien, évidemment, ça va être je dirais le sens de ce qu'on nous demande, vraiment de ce que cette énergie nous demande, c'est revoir la matière, revoir nos dons, revoir ce qui fait notre richesse, revoir finalement ce qui va nous impacter. Évidemment, le soleil, Nessus, Vesta sont en maison 8, donc ils demandent vraiment à être soldés, à être transformés, voilà, et à ce que des choses soient révélées sur des possibilités d'ésotérisme qui va trop loin, sur de la fausse lumière qui peut aller trop loin par exemple. La lune noire est également en maison 8, donc elle demande, il y a une espèce d'angoisse au niveau de cette mort, hein, au niveau de, parce que la maison 8 c'est aussi la mort, donc on a une angoisse sur une espèce de mort collective, elle est en Verseau, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on devient quand finalement on change complètement sa spiritualité, bah oui, on acquiert plus de liberté en fait. On a une angoisse un peu collective sur, mais finalement à quoi doit-on croire? D'accord? Au niveau des croyances, au niveau de la religion, au niveau de tout ça. Et puis, bah, cette fameuse conjonction Mercure Sphinx Neptune, qui est toujours en Poisson, Cuspide de 9 avec Chiron également en maison 9, la maison de l'évolution, de la maison évidemment où on va aller chercher ce qui va nous bloquer pour pouvoir le transcender. Donc ici, on se retrouve avec ce fameux iode, la pointe de ce iode qui va nous dire mais vous allez guérir par une évolution. D'accord? C'est-à-dire que vous allez pouvoir transcender ce qui est au niveau maison 4, la palace en maison 4, donc au niveau je dirais de ce que vous imaginez dans le foyer être le rôle de la mère, par exemple, ou le rôle du féminin au foyer, tout ça, ça va devoir évoluer et ça va vous permettre de créer des situations pour vous poser des questions qui vont faire évoluer tout ça. Notre Mars-Uranus est en maison 10, donc la maison 10 c'est les objectifs, c'est la réussite. Dans le thème du collectif de la pleine lune, ça va être aussi le potentiel, encore une fois, action, la potentielle action en conscience dans la matière, d'accord? Donc qui va permettre justement l'évolution collective. Donc voilà. Et dans le quotidien, eh bien, on a notre nœud sud, Atlantis, Pluton, Vénus, Saturne, qui est dans le quotidien, c'est-à-dire que globalement, nous allons commencer à rentrer dans la déconstruction matérielle, je dirais, des instances du pouvoir. Alors, est-ce que ça a un lien aussi avec, chez nous en tout cas, cette histoire de grand débat national avec des propositions pour pouvoir discuter de la réforme des institutions? C'est un petit peu le sens de cette énergie quand même. D'accord? C'est, voilà, on prend des choses pour aller les réformer, mais on voit bien qu'on n'en a pas envie. D'accord? Voilà, ça c'est le GMT plus 1. Alors, on a GMT moins 10. Tahiti, Hawaï. Donc ici, on a une lune qui aura lieu à 5h53, heure locale, avec un ascendant à 29 degrés 44 minutes du Verseau. Donc, on le voit, cette lunaison est conjointe à l'ascendant et donc va emmener beaucoup de charges, je dirais, au niveau de son territoire. C'est-à-dire que l'ascendant, évidemment, tout ce qui est collé sur l'ascendant, et là on parle en fuseau horaire, ça va nous donner une terre qui va boire le truc.
Donc ici, on boit quoi? Eh bien, on boit cet axe Soleil-Lune, donc cette lunaison de pleine lune en Vierge, qui va nous demander de regarder finalement ce qui va pouvoir être fait dans le domaine de l'écologie. On retrouve encore ça avec finalement l'eau du poisson qui est là avec Hawaï et Tahiti, avec Vesta et Nessus, je vais y arriver, Mercure et Neptune, tout ça en poisson, qui vont aller chercher le sans limite, qui vont aller chercher le dispositif qui revient à faire comprendre aux gens finalement quel est le type de spiritualité qu'on cherche à vous redonner collectivement et qu'on cherche à vous faire, sur lequel on cherche à vous faire vous poser des questions dans le quotidien. D'accord? Ici, tout ce qui est au niveau Capricorne va être en maison, c'est-à-dire va être dans votre circuit des amis, du social, etc., etc. Et va montrer, je dirais, une espèce de problématique carré Mars-Uranus, donc en 3. Donc on a un problème en taureau, donc on a un problème de terre, on a un problème de communication, on a un problème de justement pour pouvoir faire avancer ce côté social avec des propositions qui seront justes. D'accord? Là, on a vraiment ça. Chiron est encore en maison 2, donc qu'on le veuille ou pas, il faut aller guérir ce côté matériel qu'on nous demande, et on peut se retrouver ici avec la lune noire en Verseau en 12. Donc on a vraiment des angoisses très fortes qui peuvent être liées, je dirais, soit à la Terre, soit à un manque de communication, puisque c'est en 3, etc., etc., qui peuvent se montrer assez problématiques. Pour autant, le Jupiter en Sagittaire en maison 10, lui, il indique, malgré tout, qu'il y a quelque chose de très positif et qu'il y a une expansion dans les objectifs qu'on veut avoir. Même s'il n'y a pas beaucoup de communication, il y a quand même une expansion dans les actes. D'accord? Donc, évidemment, il y a des choses qui sont faites. D'accord? Le GMT-7. Ici, GMT-7, on va reprendre tout ce qui est Yellowstone, etc., etc. Hein, le côté gauche des États-Unis, donc avec... voilà. Ici, on est à 8h53 heure locale, le 19 février, ascendant 13 degrés 18 Bélier. Et donc, on a la possibilité d'avoir finalement quelque chose qui va atterrir dans l'action. Parce que du coup, on est ascendant Bélier, mais on a Uranus-Mars qui deviennent en maison 1. Donc, ça va doper, on va dire, le côté actif, le côté parfois brutal de ce coin-là. Est-ce qu'on va avoir des secousses, ou on va avoir des choses qui peuvent se passer? En tout cas, il y a quelque chose d'un petit peu violent qui peut se passer de ce goût-là. D'accord? En 12, on a tout un tas de choses. C'est-à-dire que on a le soleil, on a la lunaison entre la 6 et la 12, donc un quotidien qui peut se montrer un petit peu difficile, compte tenu du fait que le maître de la Vierge, qui est Mercure, va aller en maison 12 conjoint à Neptune, Nessus et Vesta. Donc on a quelque chose qui peut, au niveau du quotidien, être plein de peur, ou être caché, ou être... voilà, on peut avoir des choses qui se passent, des phénomènes qui se passent et qui ne sont pas forcément super apparents. D'accord? Donc ça, il faut y faire attention. Le groupe en Capricorne, lui, il est en maison 10, donc Pluton, Saturne, Vénus, nœud sud est en maison 10, ce qui nous indique qu'il peut y avoir pas mal de changements au niveau politique, qu'il peut y avoir des choses qui peuvent être entreprises au niveau politique, et que ça veut transformer, mais ça n'y arrive pas. D'accord? Pourquoi? Parce que Karma et Lune Noire sont dans le social en maison 11, et donc n'arrivent pas forcément à pouvoir aller là où ça touche. Il y a des angoisses globales, des angoisses
collectives qui ne sont pas forcément hyper faciles à passer. GMT-5. Ici, on a le 19, une pleine lune le 19 février, 10h53. GMT-5, c'est Québec. Donc, on a un ascendant à 13 degrés 49 minutes avec une lunaison en maison 10, entre la maison 10 et la maison 4. Donc, clairement, ici, c'est le foyer. C'est le foyer versus la politique qui est prise en compte. Certains peuvent avoir quand même au niveau quotidien, il y a des difficultés peut-être climatiques, parce qu'on a la conjonction Uranus-Mars, elle est en maison 12, donc elle augure que quelque chose peut être très compliqué à gérer. Et par contre, évidemment, l'ascendant Gémeaux va nous renvoyer à la conjonction Mercure-Neptune en Poisson en 11. Donc là, clairement, il y a du discernement à aller chercher. Que ce soit dans les informations, que ce soit dans la spiritualité, que ce soit dans finalement l'amour inconditionnel, etc. Il ne faut pas rester dans le mental. On doit communiquer sur des choses qui seront de l'ordre du ressenti. Le nœud nord, d'ailleurs, des lunaires de la destinée est en Cancer en maison 3 pour vous. Donc il faut clairement communiquer par le ressenti, communiquer par ce qui se passe au niveau familial. Voilà, chez vous, c'est la famille qui est votre point de repère. D'accord? Donc il faut plutôt aller construire l'aspect familial et je dirais vous tenir peut-être en retrait en tant qu'observateur pour tout ce qui est politique et social et pour tout ce qui est groupe un peu ésotérique ou je sais pas quoi. D'accord? Ça, il faut le maintenir plutôt à distance en tant qu'observateur. Même si vous faites partie de quelque chose, de développement personnel, c'est pas forcément, c'est pas une attaque. C'est que regardez comment ça se passe et comment ça vous parle, mais pour de vrai. N'essayez pas de prendre pour vous des process qui vous parleraient pas sous prétexte que tout le monde le fait autour de vous. D'accord? Ça, c'est quelque chose de très, très... gardez, analysez les consignes, en fait. C'est ce qu'on dit toujours, ce que j'ai toujours dit à mes enfants quand ils étaient petits. Il faut analyser les consignes. Si les consignes sont débiles, ben, même si c'est quelqu'un que vous adorez qui vous les donne, non, quoi. Pareil, quand on achète de la viande, par exemple, entre guillemets, parce qu'on en mange quand même de moins en moins, parce que c'est le sens de l'histoire... vous ouvrez un truc de poulet, ça pue, ben vous ne le mangez pas. Si vous le mangez, je pense que vous allez être malade. Donc c'est exactement la même chose. Et on est sur des leçons de matière qui sont celles-là. D'accord? Donc voilà, c'est comme ça que ça se goupille en ce moment. GMT-4, donc ici, évidemment, on est sur la Guadeloupe et la Martinique. Toujours 19 février, 11h53, heure locale. GMT, donc -4, ascendant Gémeaux, donc on est tout près, hein, puisque là, notre ascendant Cancer, notre ascendant Gémeaux du Québec, il était à 13,49, ce coup-ci, il est à 4 degrés 11, donc qu'est-ce qu'on va retrouver? À peu près la même chose, c'est-à-dire que ici, la lunaison va être en maison 10, donc on va devoir vraiment, et la lune en 4, donc faire attention à ce qui se passe au niveau de notre... On va nous inviter à comprendre ce que c'est que finalement la matière, mais par le biais de la famille, le ressenti par le biais de la famille. Voir un petit peu quels sont nos objectifs dans le domaine politique. Qu'est-ce qu'on veut pour nous? C'est ce que va nous demander Mercure, Neptune, Nessus, Vesta, Soleil. Ça nous demande, mais finalement, vous voulez quoi? Positionnez-vous. C'est ça que ça veut dire. Et finalement, vous ressentez quoi? Et là, on va aller vous dire, la Lune est en 4, donc allez gratter dans vos émotions pour voir ce qui se passe. Pour voir comment vous allez les capter, pour voir comment vous allez les comprendre. Le reste, Pluton, Saturne, Vénus est en maison 8, donc en Capricorne. Donc on nous demande toujours de trouver la dissolution de certaines instances, la dissolution de certaines anciennes structures. Voilà, tout ça, ça doit être compris et, je dirais, dissous, mais dans l'aspect Saturne
Saturne, Vénus, c'est de la bienveillance aussi, quoi. Vénus, elle vient atténuer la rigueur, en fait. Donc, on est sur... et l'austérité. Donc, on est sur quelque chose qui demande à être transformé, mais avec bienveillance. Donc, chez vous, s'il y a quelque chose qui doit être transformé, pensez à être d'abord bienveillant avec vous-même, avec voilà, à regarder un petit peu tous les tenants et les aboutissants de tout ça. Au niveau de la réunion GMT plus 4, ici on a une lune le 19 février 2019, 19h53, ascendant Vierge, 20 degrés 54 minutes. Donc la lunaison passe en maison 6, c'est-à-dire dans le quotidien, la santé, l'alimentation, finalement la Vierge, hein, qui voilà, donc on a tout ça. Et donc ça vient clairement nous parler de cette écologie, de cette santé, de cette terre, de la façon dont on va pouvoir traiter la matière, la terre, la mer. Finalement, voilà. Qu'est-ce qui se passe au niveau de notre quotidien dans ce domaine-là? Comment est-ce que ça va s'appliquer là-bas? D'accord? On a la conjonction Mars-Uranus en 8 qui va nous donner, je dirais, quelque chose qui doit passer par... Il y a un côté violent là-dedans. Il y a un côté violent, il y a un côté qui veut transformer la matière et qui veut finalement transcender la mort de quelque chose. En tout cas, qui veut couper avec ce qui est compliqué dans la matière et ce qui doit être pourri et ce qui doit renaître. D'accord ? Il y a quelque chose qui peut se passer et qui peut être un petit peu violent et entraîner des modifications, des actions obligatoires qui peuvent être des actions pas forcément très chouettes. La conjonction Saturne-Vénus, Pluton-Nœud Sud est à cheval entre plutôt cuspide de 5, donc c'est-à-dire c'est sur la créativité, c'est sur le fait de pouvoir s'adapter, de pouvoir créer autre chose, etc. Et sur les liens, sur la transgénérationnelle. C'est-à-dire que finalement, il y a une histoire de... quelque part de structure politique et familiale qui est jointe à tout ça, qui a pesé sur l'intégralité de la population et de sa constitution, parce que ça va plus loin que ça en fait. Là on est vraiment dans le transgénérationnel, dans les racines. Et ça nous dit, va falloir transformer, va falloir prendre conscience, va falloir vraiment comprendre c'est même pas comprendre en fait, c'est intégrer parce que ça va être transformé. On va devoir de toute façon collectivement recréer quelque chose de positif par-dessus, en fait. Mais on peut pas, tant qu'on n'a pas intégré le truc. Hein. Voilà. GMT plus 9. On est sur l'Indonésie, le Japon, enfin, cette zone-là. Donc, on est le 20 février, cette fois-ci, à 0h53, heure locale. Et on est en ascendant 3 degrés 28 Sagittaire. Donc ici, on est conjoint à Cérès et Jupiter est en maison 1. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, on va réfléchir en termes d'expansion. On va réfléchir en termes de, je dirais, de finances, mais il y a un côté social, il y a un côté collectif qui est lié à quelque chose de droit, qui va encore, je dirais, survenir. Malgré tout, il y a un côté où on veut recevoir la justification de ce qu'on a créé. On veut
c'est la récolte. On veut récolter ce qui a été quelque chose de positif pour nous. Sauf que, bon, c'est quand même juste un peu carré à la lunaison. Donc je pense que on peut récolter des choses, mais à mon avis, elles ne seront pas bonnes. Donc voilà, il y a quand même quelque chose qui vise à vouloir récolter des choses, mais on est sur un aspect assez dissonant et qui peut se multiplier, parce que la lune, ça peut être plusieurs choses. Toujours en maison 2, donc toujours autour du pognon, toujours autour du matériel, etc., des possessions, de l'immobilier, etc., de l'argent, on a ce groupe Vénus, Saturne, Pluton de Sud, avec nos institutions en Capricorne, qui vient nous indiquer que finalement, on a besoin de transformer toute cette structure, je dirais monétaire, toute cette structure matérielle, etc., bancaire aussi avec Mars, puisque on est en carré à Mars-Uranus. Donc il y a quelque chose financièrement ici qui peut ne pas être bon. Et qui peut aussi pas être super... Enfin voilà, ça trace. Hein, et donc ça peut marquer quelque chose qui vraiment n'est pas bon. Hein. Au niveau de la communication, c'est la communication ici qui est touchée, d'accord? Donc c'est une zone où il y a une problématique de communication, il y a une problématique de diffusion, il y a une problématique de peur collective sur cette diffusion. Voilà, c'est super sympa. Et donc il y a une problématique de faussaire. C'est intéressant, hein, c'est vraiment... GMT plus 11 Nouméa, donc on est sur une pleine lune le 20 février à 2h53, ascendant 21 degrés 38 minutes Capricorne, et lui il est en plein dans le Saturne Vénus Pluton de Sud, donc on est vraiment sur un truc qui va demander à être modifié. D'accord, on va vraiment, il y a une demande de modification. Alors je pense que ça va être peut-être avec le grand débat. Il y a certainement beaucoup de choses qui doivent peser, à mon avis, sur les structures de l'État, sur les finances aussi avec Saturne-Vénus. Il doit y avoir quelque chose qui demande à être radicalement changé. Alors avec le carré à la cuspide de 10 en balance, inutile de vous dire que c'est difficilement pris en compte. Et que on a toujours la maison 2 avec lune noire, Soleil, Nessus, Vesta, opposé lune en 8. Donc autant vous dire qu'au aspect financier, il y a pas mal de fric qui sort. Mais il y a une maison 2 tout ce qui concerne l'argent et la terre, hein, il y a quelque chose une angoisse là-dessus. Mais on va en parler. Parce que, voilà, on va en parler et c'est pareil. Mercure, Neptune, et avec Chiron, ils sont en 3. Donc, il y a une forme de communication qui n'est pas forcément la forme de communication à laquelle on s'attend. Et c'est pour ça qu'il faut absolument du discernement dans les informations qu'on va recevoir. Mars-Uranus est en 4. Donc là, on va évidemment avoir aussi une opposition à ce qui sera dit au niveau diplomatique, au niveau de l'État, au niveau de ce qui est annoncé de façon officielle, on va dire. D'accord ? Il y a quelque chose, il y a des actions, il y a quelque chose qui est refusé ici. Voilà, donc ça, c'est les fuseaux horaires. Donc maintenant, on va passer à la numéro. La numéro, donc 19 de 2019. Alors, vous remarquerez qu'on a 19 et 19. D'accord ? Ce qui nous fait en fait finalement 10, 4 et 10. Donc on a la roue de fortune, l'empereur et la roue de fortune. Donc du coup ça nous donne des instabilités, certainement une période avec des instabilités très fortes et des mesures autoritaires également très fortes.
puisque l'empereur, c'est un personnage très autoritaire qui va essayer de juguler ces instabilités chroniques qu'il a autour de lui, finalement. Hein. Donc voilà. Le 24 que ça nous donne est normalement en numérologie un sous-nombre positif qui indique que le 2 et le 4, on va pouvoir trouver des appuis constructifs qui peuvent, alors le 2 étant souvent un chiffre féminin, donc on va dire qu'on peut avoir au niveau individuel des appuis d'une femme, mais le 4 peut indiquer qu'on peut avoir des restrictions très lourdes pendant cette période. On peut avoir des choses très très lourdes qui tombent au niveau contrainte, au niveau obligation, au niveau travail, etc. Voilà. Donc au final, on se retrouve avec quand même du 6. Finalement, le 6 va nous renvoyer, donc c'est l'amoureux, ça va nous renvoyer à la notion de choix, d'engagement, de libre arbitre. Ici, encore, on est amené à choisir. Donc on a compris que c'était de notre spiritualité qu'il s'agissait, soit on continue avec notre vision utopique du monde et de la société de consommation, soit on commence à pouvoir être un petit peu dans le discernement, mais attention, dans la spiritualité, mais attention, quelle spiritualité? Puisque cette spiritualité, elle est aussi sujette à être manipulée, que ce soit consciemment ou pas, hein, d'ailleurs. Hein. Donc ici, qu'est-ce que cette spiritualité, finalement, elle se consomme souvent quand on fait des soins énergétiques, sous la forme du médicament. On achète un soin, on prend le soin, puis on est censé aller mieux, quoi. Soin médicament. Donc en fait, est-ce que on valide le fait que de tels process vont aller sans travail sur nous-mêmes, sans conscience, sans identification de ce qui nous bloque? D'accord? Que des gens autour de nous aident, qu'il y ait des très très bons énergéticiens qui nous aident à pouvoir débloquer des magies noires, des choses qu'on... Oui, mais ça n'empêche pas qu'il va falloir quand même bosser à l'intérieur et pouvoir, je dirais, discerner les choses qui sont bonnes ou pas. Finalement, quand on nous dit que tout est affaire de croyance, voilà, il faut aussi se dire que notre capacité de guérison, elle vient essentiellement de nous. Hein. D'accord? Donc, finalement, cet amoureux, il va nous demander un engagement vis-à-vis de nous-mêmes. C'est-à-dire que, finalement, comment s'accrocher, comment voir et discerner, comment comprendre pour dépasser. Ni plus ni moins. C'est ça. Au niveau lettre hébraïque, on a le Vav. Le Vav, lui, il est relié au taureau. Donc, on voit Mars en taureau. Sa signification, c'est plutôt d'attraper les choses et de les relier. On parle du Vav comme d'une colonne vertébrale, donc vraiment cette action de relier le bas au haut. D'accord? Et on parle avec le Vav de discernement également. Hein. Mais ça sera plus du discernement par rapport à l'ego. Mais on peut, je pense, l'amener encore plus loin. D'accord? Puisque finalement, le Vav va nous amener à comprendre notre verticalité et pas à consommer du prêt à ingérer spirituel. Et finalement, ici, cet engagement du Vav de colonne vertébrale va nous demander à nous poser la question de ce qui nous fait tenir debout, en fait. Puisque on est donc vraiment... Les pieds sont ancrés, on est finalement avec tous nos chakras qui doivent marcher et on nous demande d'aller vers autre chose. Donc finalement, qu'est-ce qui nous tient debout? Qu'est-ce qui relie les différents points? Notre corps physique, notre volonté, notre potentiel créatif. Finalement, voilà.
c'est quoi ce qui est au milieu. Et donc, en fait, le Vave, lui, il intervient toujours pour relier les choses. D'accord? C'est une sorte de crochet qui vient réunir tout ce qui était séparé. Donc aujourd'hui, on a, grâce à cette vibration, l'action de pouvoir redevenir un. Alors, s'il y a cette action de pouvoir redevenir un grâce à son choix, il y a aussi l'action de pouvoir faire le mauvais choix. Et donc de retourner dans une vibration de séparation qui va nous donner une impression, peut-être, qui va nous donner une envie de volonté de vouloir avoir plus de confiance en nous, donc de dominer l'autre, ou de pas nous laisser faire, ou de ressembler à une image qu'on a vue, etc. Et donc, on est séparés, en fait. C'est plusieurs énergies de nous qui sont séparées. Donc, quand c'est comme ça, il ne faut surtout pas juger ce qui se passe. Mais justement, il faut aller creuser dans la peur, le choc ou l'émotion qui serait figée là-dedans, voir le message qui est véhiculé et ressortir de là, d'accord? Passer au travers et finalement essayer de mettre un peu de lumière là-dedans. Mais il y a que vous qui pouvez faire ça, en fait. On n'est jamais mieux servi que par nous-mêmes dans ce qu'on a envie de faire. Et surtout dans ce qui nous concerne, nous. Mais c'est vrai que le plus compliqué, finalement, c'est d'accepter de regarder... ce qui nous fait mal. Parce que là, il y a un vrai courage. Il y a un vrai courage. Il ne faut pas être dans le déni. Il faut accepter d'accueillir ce qui nous fait mal. Et pour pouvoir finalement, après, l'apaiser, le caresser, entre guillemets, le nourrir pour lui demander de s'en aller. Voilà. Et tout ça, ça se fait pas tout seul, en fait. Donc, mais ça se fait surtout avec le courage de regarder ce qui se passe. Parce que c'est super désagréable, on est d'accord, on va pas se le cacher. Voilà, donc ça, c'est la numéro. Je fais un peu express parce que je suis pas très à l'heure. Et parce que je veux parler de la fausse lumière. La fausse lumière, c'est quoi? La fausse lumière, c'est finalement, elle va se faire passer pour la vraie, c'est-à-dire la spiritualité plus, hein, c'est-à-dire le fait d'être zen, au calme, d'être bien dans sa vie. C'est ça la spiritualité, hein, c'est pas forcément d'être un moine bouddhiste. Hein. Et en fait, la fausse lumière va se faire passer pour la vraie en générant, en faisant passer pour vrai, en fait, des choses complètement, des schémas, des filtres, des choses toxiques ou bloquantes. D'accord? Il y a un truc qui est super à la mode et qui est champion du monde de la fausse lumière, je pense, c'est les flammes jumelles. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on est dans une relation souffrante qu'on est en face de sa flamme jumelle. L'amour, ça fait pas mal. D'accord? Alors, il y a un process de flamme jumelle qui consiste à passer, il y en a qui en parlent très bien. Mais globalement, ce que je vais vous dire, c'est que même si vous êtes en face de admettons que vous êtes en face de votre flamme jumelle, il n'y a rien au monde qui va justifier le fait qu'on vous marche dessus et qu'on vous traite mal. Si vous acceptez un truc comme ça de votre flamme jumelle, de toute façon, c'est mort. Vous êtes en train de foutre la relation à la poubelle. C'est-à-dire que la seule possibilité de sortie, même si c'est une relation de flamme jumelle, c'est globalement de travailler sur vous et d'enlever
ces blessures de rejet, d'abandon, de je ne sais pas quoi, qui vont, et de vous réunifier vous-même à l'intérieur, de vous porter tout l'amour que vous avez apporté à l'intérieur. Si c'est votre flamme jumelle, croyez-moi, ça va revenir. Si c'est pas votre flamme jumelle, vous allez avoir fait un truc pour vous qui va vous permettre, parce que la flamme jumelle, c'est, enfin, je veux dire, c'est pas un aboutissement de relation. Soyons clairs. C'est l'aboutissement d'une relation, c'est être bien avec quelqu'un. Et il faut pas être, il y a cette notion d'attente qui, pour moi, typiquement rentre dans ce truc de fausse lumière. Ce n'est pas quelque chose de positif. D'accord? Or, pour pouvoir finalement avoir des choses positives qui nous arrivent, on doit s'apporter à soi-même d'abord des choses positives. Et on ne doit pas attendre quelque chose de l'autre, des autres, de je ne sais pas quoi. Parce que sinon, on reste dans une séparation, on reste dans quelque chose d'extérieur qui va faire notre bonheur. Et là, ça ne sert à rien. C'est quelque chose qui est pas valide, etc. Quand j'entends effectivement le mal n'existe pas, bon, ben, ça c'est de la fausse lumière. Bien évidemment qu'il n'y a pas que de l'énergie positive qui existe. Et encore une fois, qu'on nous dise que c'est nécessaire qu'on étripe des petits-enfants pour pouvoir... Parce que finalement, quelqu'un va se réveiller, va s'en rendre compte. Enfin, stop, hein. Qu'on égorge des animaux, qu'on massacre... Non, stop. Moi, je veux bien entendre des tas de trucs, mais enfin, à un moment donné, comme disent la politique, faut raison garder. C'est un truc que je déteste. Voilà, faut devenir un petit peu moins ma boule. Et il faut comprendre que dire des choses... moi, j'aimerais bien savoir ce que les gens qui disent que le mal n'existe pas feraient s'il y avait un malade qui trucidait la moitié de leur famille. Parce que... ou des trucs dont ils ont... ça, c'est facile à dire quand on est touché par rien. D'accord? Maintenant, on est tous ici et on peut constater tous que le mal, il existe. Point. D'accord? Donc, le fonctionnement de cette fausse lumière, c'est d'apporter la confusion, je dis bien la confusion, pour nous empêcher de sortir des basses fréquences. D'accord? C'est-à-dire que, en pensant, en vénérant le mal, en disant oh, que c'est bien d'avoir étripé des petits-enfants parce que comme ça tout le monde se réveille et dit oh là là c'est moche, c'est n'importe quoi. On entretient des basses fréquences et en plus on les monte aux cieux. Donc c'est n'importe quoi. D'accord? Ça c'est de la fausse lumière. C'est la confusion qu'on vient mettre dans un enseignement qui est vertueux. Pour le discréditer, pour le mettre sans dessus-dessous. Donc ça n'a pas de sens. D'accord? Donc on détourne, la fausse lumière vient à détourner des enseignements spirituels pour en faire des procédures de contrôle et d'asservissement, simplement à un objectif qui va prévaloir sur votre ressenti. C'est-à-dire que malgré, je m'explique, malgré le fait que vous ressentiez qu'il ne faut pas le faire et que c'est quand même un peu déconnant. Imaginons, vous êtes dans un cercle de machins, de paroles, de trucs, de... Moi, les groupes, j'ai du mal là. On vous parle, vous pensez que tout le monde est « Oh, mais c'est bien, mon animal totem, machin et trucs. » Sincèrement, quand on est face à de la fausse lumière et que tout le monde va aller vers un objectif qui est déconnant, on va tous, c'est l'effet groupe, on va tous avoir tendance à pas vouloir se marginaliser du groupe et dire bah oui, ok, d'accord, j'ai compris, ok, d'accord. Sauf que ici, le détournement, et notamment cette histoire de chef de quelque chose, qui ne devrait pas avoir lieu, on n'est jamais chef de quelque chose en spiritualité, on est tous solidaires d'un même sac à porter, et on porte ce qui nous ressemble et ce qu'on peut porter. Voilà, point. Et ici, la fausse lumière utilise le détournement des enseignements spirituels
pour en faire des procédures qui vont servir à vous contrôler dans les basses fréquences. Même si à l'intérieur, vous sentez que ça sonne super faux. Vous vous dites, c'est le pire, je ne suis pas alignée, c'est moi qui déconne, donc il faut que je ressemble à ces gens-là parce qu'ils ont l'air d'être vachement bien dans leur vie. D'accord? Donc, la fausse lumière, elle vise à discréditer tous ceux qui ne rentrent pas dans la procédure. Tous ceux qui ont l'air de sentir qu'ils sont en marge et qui vont aller, finalement, cette fausse lumière, elle va chercher à discréditer tous les supports qui peuvent amener à ça. Donc elles vont rigoler quand il y a des gens qui font des canalisations, elles vont juger les canalisations que les gens font, etc., etc. Alors évidemment qu'il y a des gens qui canalisent n'importe quoi, mais ça fait aussi partie de votre discernement. C'est pas parce que vous voyez quelqu'un canaliser n'importe quoi et que c'est des sujets encore, vous voyez bien que c'est du bas astral, parce que le machin il s'adresse encore en disant mes chers amours, mes chers machins. Bon, stop. Vous avez quand même du discernement, vous avez lu le même message 172 000 fois, et donc qu'est-ce qui se passe? À un moment donné, il y a quelque chose qui s'allume chez vous. Il dit, oh, pom, pom, pom. Le warning, il démarre. Et il dit, oui, je suis pas bien sûr que quand même, tu vois bien qu'il se passe pas grand-chose derrière, il faudrait voir. Oui, ben voilà, vous avez votre réponse. Donc, on discrédite sans arrêt les supports de ces enseignements, et on va les faire passer pour quelque chose qui peut être amélioré, qui peut être... voilà. Et comment est-ce qu'on va se sentir une fois qu'on est avec ça? Finalement, soit on va partir dans le déni parce que ça devient trop chelou d'être dissocié de son ressenti, ou alors on va partir dans ce fameux truc de mission de vie, où on se dit qu'on va être thérapeute et qu'on va faire du bien aux gens, et qu'on croit qu'on agit pour le bien de tous. Alors qu'on ne nous a rien demandé, qu'on n'est pas du tout dans le machin, que voilà. Finalement, le but de cette fausse lumière, encore une fois, c'est d'empêcher les gens de se réaliser dans leur vraie mission de vie en les balançant sur autre chose. D'accord? Donc on détourne, on fait croire. Et puis finalement, qu'est-ce qui se passe? Quand on vous dit que vous avez été Napoléon, et que vous avez été Néfertiti, que vous avez été machin, ça fait quoi, en fait? Ben, ça flatte l'ego. Parce qu'en fait, on a tous été plutôt un paysan mort de la peste que je ne sais pas qui. D'accord? Et finalement, on va rechercher... pour certains, cette ancienne notoriété, cette ancienne lumière, cet ancien machin, qui de toute façon est coincé derrière, et non, on n'a pas besoin. C'est ici qu'il faut être. Donc la vie intéressante et importante, c'est ici. D'accord? Et donc peu importe la mission de vie de Tintin, machin, où on a peut-être été un roi du pétrole avant, peu importe, c'est pas le débat. Le débat, ça va être de comprendre avec, finalement... humilité, ce qu'on fait, ce qu'on doit faire et ce que font les autres. D'accord? C'est-à-dire qu'à aucun moment on est habilité finalement à faire des commentaires, à juger, etc. etc. Tel chemin, tel machin, tel truc. Oui, ça peut très bien ne pas nous convenir que nos proches n'évoluent pas suffisamment vite. Oui. Oui. Même ça peut très bien nous convenir que finalement ils réagissent mal à notre évolution. Alors ça, c'est carrément à nous de mettre des limites. D'accord? Donc finalement, on va... il y a ce syndrome aussi d'essayer de se juger par rapport à notre propre évolution. Alors j'entends des trucs du style... alors moi je suis une vieille âme et ça se voit et machin et truc. Donc ma mission de vie est plus importante. Ah, et de l'ego, c'est même pas de l'ego spirituel, c'est de l'ego tout court. Donc... franchement, non. Et là, c'est vraiment cette énergie-là. On nous dit, stop, stop, je suis une vieille âme, ça veut rien dire du tout. Parce qu'il y a des jeunes âmes qui vont avoir juste la mission de vie d'incarner la joie, etc. Juste comme le canari, hein, qui va chanter quand il y a du soleil. Et ben ça, c'est merveilleux. Voilà, c'est merveilleux et cette mission d'âme, elle est remplie.
Personne n'a demandé d'avoir 3 milliards de thérapeutes ou de je ne sais pas quoi. Voilà. Il faut vraiment comprendre que on se fait, en faisant ça, on se fait du tort sans même s'en rendre compte. Finalement, on décourage les autres, on va se sentir soi-même découragé après parce que ça avance pas, parce que ça bouge pas, parce qu'on n'a pas l'abondance qu'on voudrait avoir, parce que tout est notion d'abondance. Donc après, évidemment, on va facturer, on va machin, on va dire, bah oui, mais moi j'ai le droit à l'abondance. Oui, on a tous le droit à l'abondance, mais elle n'arrive pas du côté où on croit qu'elle arrive. Et l'abondance pour une âme, c'est pas forcément l'argent. Et voilà, donc il faut arriver d'abord à se connaître soi-même et à vraiment... c'est la pratique intérieure, je pense, de l'humilité la plus absolue et de la gratitude et de la confiance dans notre chemin personnel. Celui qu'on parcourt tous ensemble et qui nous impose également un truc incroyable qui est le respect de tous. D'accord ? Donc, c'est vraiment l'antithèse, ces mots-là, de ces miroirs de fausse lumière qui vont juger, qui vont être autoritaires et abrupts et péremptoires. Mais combien de fois j'ai entendu, mais t'es pas dans ta mission de vie parce que t'as refusé de développer. T'as refusé de développer ton astro, t'as refusé de développer ta numéro, t'as refusé de... Oh, hé, top. Non, bien sûr que oui, enfin, en plus par des gens qui eux-mêmes sont pas aboutis. Enfin, je veux dire, je veux bien entendre ça de Bouddha, mais à un moment donné, voilà, il faut prendre en compte l'intégralité de ce que les gens ont vécu, parce que des fois, on ne sait pas. Et sans le savoir même, on va calomnier ces gens-là. Parce que finalement, leur mission de vie, c'était de vivre quelque chose de difficile, de montrer qu'ils étaient différents, d'assumer la différence. La mission de vie, par exemple, des gens qui sont différents, qui sont homos, qui sont handicapés, qui sont etc., c'est vraiment d'assumer la différence. Et non seulement c'est hyper respectable, mais c'est gratitude, quoi. Stop! C'est ce dénigrement de la différence, cette non-acceptation de la différence de façon systématique, mais c'est fatigant. Et pourtant, la plupart du temps, dans l'humanité, c'est ça. Hein. Voilà. Donc, finalement, ici, on est dans la fausse lumière. Quand on est dans la fausse lumière, en plus, on est persuadé d'être à sa place. Ça, c'est un truc. On est persuadé qu'on est à sa place et qu'on peut se permettre, on a le droit, on a un droit de vie et de mort, on a un droit de juger les autres parce que nous, on a réussi. Et particulièrement si en plus, ce qu'on décide de faire, on a de l'argent, etc. Donc c'est juste le signe d'un ego spirituel fort. Ça oui. Mais pour moi, on n'est pas sur quelque chose qui va qui va montrer de l'humilité, qui va montrer de la sagesse, qui va montrer finalement un chemin quelconque. Parce que va pas y avoir d'écoute par rapport aux autres, va pas y avoir de compréhension de la vie de l'autre, va pas y avoir de... voilà. Donc comment est-ce qu'on sort de là, en fait? Eh bien, en général, on arrive à comprendre qu'on s'est égaré, parce que ça arrive à tout le monde, ça peut arriver à tout le monde, il y en a qui ne s'égarent pas, tant mieux. C'est le discernement. C'est le discernement qu'on va mélanger à beaucoup de compassion pour nous-mêmes et pour les autres. Beaucoup d'écoute d'autour de nous, y compris de la terre, etc. Et du travail sur nous-mêmes, finalement, avec une grande humilité. Humilité sur soi-même, humilité sur ce qu'on fait, sur ce qu'on est. Ça rapproche de l'ermite. Hein. Et c'est vraiment ça qui nous permet finalement de pouvoir sortir et d'avoir cette lumière intérieure qui va nous guider. Parce qu'en fait, c'est ça, c'est comme l'ermite, il faut que ce travail il mène à la lumière intérieure qui va nous guider, qui va nous faire sortir de là.
Finalement, cet ermite, il va nous permettre de retrouver notre identité primordiale. Notre identité d'âme, en fait, quand il n'y a plus rien au-dessus. Et ça passe par reconnaître notre fragilité, notre vulnérabilité, écouter quel drame ça cache, en fait, accueillir toutes ces souffrances, leur laisser la place, ne pas les cacher notamment sous le tapis, d'accord? Parce que c'est de ce drame ou de ces souffrances que viendra notre force par la résilience. Donc accepter nos failles, les identifier, ça demande du courage. Les reconnaître, leur parler, ça demande de l'amour. Les écouter, les accepter et finalement leur dire adieu, c'est la libération. Et c'est à ça qu'il faut arriver. Une fois qu'on est libéré, finalement, on s'est laissé à soi-même toute la place et on est donc en capacité d'accueillir les autres dans ce qu'ils sont, eux. Parce qu'on s'est respecté et qu'on s'est respecté dans notre place à nous. Voilà, et écoutez, j'espère que je ne vous ai pas miné le moral. Excusez-moi pour toutes mes méchancetés. Merci pour tous vos messages. Je suis un peu bouquée. C'est pareil, les énergies sont très fortes, y compris pour moi. Et donc je croule sous le boulot. Donc merci pour vos messages qui sont très touchants. Je vous embrasse fort. Gardez l'œil ouvert. Gardez votre conscience. Soyez dans l'humilité de ce que vous recevez. Et je vous assure que tout se passera bien. Ciao. À bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.